On peut dire que Bianca avait déjà très jeune un intérêt marqué pour l'étranger puisqu'elle prenait plaisir à feuilleter des atlas, regarder des émissions du monde et apprendre des langues seule dans sa chambre. Sa mère lui a aussi très certainement transmis l'amour du road trip. Côté études, intéressée à au moins 50 programmes, elle fit accepter dans un double deck musique, langue et traduction au cégep. C'est d'ailleurs dans ce programme qu'elle réalisera son premier vrai voyage, un stage linguistique et culturel en Espagne. S'en suivront des voyages pas toujours des plus douillets, mais certainement très formateurs en Europe et en Amérique. Feront ensuite un déménagement en Australie, un séjour backpack en Asie, des échanges de maisons, home-sitting et j'en passe. Pour Bianca, le voyage c'est pas une pause ni une parenthèse. Elle prend sa vie et la déplace tout simplement ailleurs. Elle a aussi toujours 1000 petits projets en branle et prend plaisir à les superposer et les entremêler. Elle croit aussi fortement qu'on peut tout faire, juste pas tout en même temps. Donc, bon matin, Bianca, bienvenue à l'émission, bienvenue à Go Wild. Comment ça va ce matin? Ça va super bien, toi? Écoute, en forme plus que jamais. Je suis super contente de t'avoir ce matin pour le podcast numéro 14 de Go Wild parce que tu as vraiment une vie palpitante. On pourrait dire qu'il a compris plusieurs chapitres. Puis tu as vraiment eu la chance d'explorer plusieurs manières de voyager. Pas toujours avec le plus gros budget. Puis c'est ça qui fait que tu as voyagé de manière créative. Ça t'a amené toutes sortes d'anecdotes de voyage, toutes sortes d'expériences. Puis, tu as aussi un blog qui s'appelle La Grande Déroute, puis j'ai pris vraiment plaisir à lire tes articles. Merci. Donc, tu habites Québec, donc tu es en direct de Québec, c'est bien ça? Je suis en direct de Québec. Super! Donc, ce que j'aime aussi de toi, ma chère Bianca, c'est que tu es une pluripassion, puis tu prends vraiment plaisir à toutes les exploiter. Autant dans tes professions, tu es allé dans différents domaines, ça a amené plusieurs cordes à ton arc, que justement d'exploiter, comme je disais, tes différentes passions, que ce soit la musique, l'écriture, la linguistique, le voyage, le monde brassicole, puis on pourra en parler. Ouais. Donc, Bianca, j'aimerais ça remonter, en fait, au temps de ton double deck, parce que t'es pas allée de main morte, tu as choisi de prendre 2 disciplines à la fois. Puis, justement, tu as fait un voyage de groupe à cette époque-là, où tu es partie un mois en Espagne. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Oui, bien écoute, j'avais 19 ans, je pense. C'était un stage linguistique et culturel de fin d'études, si on veut, parce que j'avais un de mes decks qui était en langues et traductions. Donc, on faisait comme 4 cours de langue. Le 5e cours, c'était un cours de culture, civilisation qui se donnait dans la langue cible. Et après ça, on avait l'opportunité d'aller se promener pour consolider tout ça. Puis, donc, c'était un stage en Espagne d'1 mois avec beaucoup de filles. beaucoup de filles. Puis, c'est ça, on s'est promené en Espagne, on est parti de Barcelone, on a été se promener ensuite en Andalousie beaucoup. On est remonté, on était à Madrid. C'est probablement pas dans cet ordre-là, là, ça fait longtemps quand même. Puis on a terminé dans Castille-La Manche, dans un petit village, dans une famille. C'est une bonne vraie intégration rurale comme il faut. C'est pas mal ça c'était pas mal ça, ce stage-là. Okay. Puis par la suite, tes voyages ont vraiment déboulé. Je pense que tu étais à l'époque avec ton conjoint actuel, c'est ça? Pas à l'époque du stage, mais après, ouais. Après, à l'université? Ouais. Oui. Fin cégep. Fin cégep, OK. Parce que c'est ça, vous avez eu la chance de faire des voyages vraiment intéressants. Vous êtes partis, je pense, en 2005, 3 mois sur le pouce, en tente, en Europe de l'Ouest. OK, il faut que tu me dises c'était quoi ça. D'abord, pourquoi? Puis, qu'est-ce que ça l'a amené comme moment marquant? Je vais commencer par le pourquoi parce que ça contextualise vraiment bien ce voyage-là. Oui. C'est qu'après mon stage, en fait, d'1 mois en Espagne, je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de gérer ça, des trucs organisés. Je suis capable, je suis agréable quand même, promis, mais tu sais, c'est pas ce que je préfère. Puis, j'aime pas être en gros groupe non plus, pas dans ce contexte-là. Donc, le stage pour l'Allemagne qui devait suivre, je l'ai flushé en me disant, là, non, je vais y aller en autonome. Moi, je ne survivrai pas à une autre affaire. C'était super le fun, mais je ne survivrai pas à une autre affaire organisée comme ça, puis la famille à la fin. Tu sais, il faut savoir que j'étais en appartement dès la fin du secondaire 4, moi, là. Fait que, rendu à 19 ans, vivre d'une famille, je trouvais ça difficile. Qui n'était pas la mienne, tu sais.
Fait que c'est ça, fait que j'ai dit, pas grave, je vais aller en Allemagne par moi-même. Puis bon, entre le stage puis ce voyage-là en Europe, j'ai rencontré mon conjoint actuel, qui n'était pas un grand voyageur, en fait, ce qui est un peu... Puis c'est ça, il n'était pas si intéressé que ça par le Tu l'as initié. voyage. Ben, un peu, beaucoup. Puis, dans le fond, j'ai réussi à dealer 2 semaines en Allemagne. J'aimerais ça aller en Allemagne, est-ce que tu serais in pour 2 semaines? Puis il a fait OK, parce que c'est souvent sa réponse. Lui, c'est ça. S'il n'est pas plus emballé que ça, il va dire OK parce qu'il se dit qu'est-ce qui peut arriver de pire, aussi bien essayer. Bon. Fait que, il a dit OK, puis fait que c'est ça, on a acheté des billets d'avion finalement qui arrivaient à Bruxelles et qui repartaient de Paris pour 3 mois. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux. Je sais pas trop comment j'ai réussi ça. Puis là, on est tombé dans la valse des tankers. Ben là, tank arrivé à Bruxelles, on va se promener un peu. Là, on a eu une invitation aux Pays-Bas. Bon, on va monter aux Pays-Bas, puis après ça, tant qu'à finir à Paris, on va, bon. Fait que finalement, il y avait l'Allemagne à quelque part là-dedans, mais c'était rendu un peu flou. Puis... C'est rendu une destination parmi les plusieurs. OK. C'était un peu n'importe quoi. Puis là, l'affaire, c'est qu'on a été dans une conférence voyage qui se donnait chez Tourisme Jeunesse dans le temps. Puis, c'était l'Europe Acti Budget, conférence que j'ai moi-même donnée après, là, dans les années suivantes. Ah, OK. Oui. Puis, je me souviens pas du montant, là, parce que, bon, c'était en 2005, je me souviens pas du montant que le gars nous avait dit, mais il avait dit, avait un petit budget, c'est tant. Puis là, nous, on est revenu à la maison, puis on a calculé combien on avait par rapport au nombre de jours qu'on allait passer là. Puis on s'est rendu compte qu'on avait à peu près 10 de ça. Wow! On a fait, ça fait que... Moi, à ce moment-là, je suivais assidûment le blog de Ludovic Hubler, qui, le blog n'existe plus nécessairement, mais lui, il faisait le tour du monde en autostop. Puis je trouvais ça fantastique, même si je suis hyper moumoune, puis que c'est pas le genre d'affaires que je faisais. Fait que là, j'ai regardé mon chum et j'ai dit, ben écoute, on a juste à couper là où ça coûte cher, donc l'hébergement et le transport, puis on va survivre 3 mois. Fait qu'on est parti sur le pouce avec une tente ultra légère, puis c'est ça. Okay. On n'avait jamais fait de pouce, on n'avait jamais fait... on n'est pas des adeptes de camping là, à la base. Là, donc, on était zéro équipés. Là, on est parti de zéro, là, complètement. Puis, tu dirais que cette façon de voyager-là, le fait de, justement, d'être sur le pouce, d'embarquer avec des étrangers, de devoir tenter dans des endroits, des fois, je ne sais pas si vous alliez sur des sites de camping, mais ça l'a amené quoi? C'était pas toujours legit. Si on s'arrêtait. Ça nous a déniaisé sur un méchant temps. Pour vrai, là, j'avais besoin de ça. J'étais un peu pognée. Je n'étais pas si game que ça dans la vie. Je ne le suis pas encore tant que ça. Mais ça nous a vraiment déniaisé. Puis on a tellement rencontré de gens, on a tellement été obligés de se débrouiller qu'après, peut-être, on a comme pogné un petit down après une semaine en se disant « Oh my God, il reste 11 semaines, on ne va jamais s'en sortir. » Puis après ça, en fait, on n'a pas le choix. Hein? Puis 2-3 semaines plus tard, on s'est rendu compte que ce qui nous faisait triper de ce voyage-là, c'était justement le fait que c'était sketch, puis qu'il fallait toujours se débrouiller, puis que rendu à 9 h le soir, on ne savait pas encore où on allait coucher, on ne savait pas où est-ce qu'on se ramasserait le lendemain. Puis c'est un peu ce qui nous a le plus plu du voyage. Tu sais, l'Europe, c'était bien, ce qu'on a vu, c'était bien, les gens qu'on a rencontrés, c'était bien, mais cette... petit esprit de survie au jour le jour, ça m'a vraiment formée pour la suite. Puis franchement, ça a tout changé. Là. Mais c'est vrai, tu dois être vraiment plus apte à rebondir parce qu'on le sait que le voyage, en général, c'est souvent de l'inattendu. C'est d'être capable de réagir à des situations qui ne sont pas planifiées. Fait qu'après ça, vous deviez être pas mal bon. Mais on était meilleurs, en tout cas. Ouais. On était meilleurs. Mais ouais. Y a-tu eu des coups de cœur? Si tu avais à dire, mettons, ça peut être des... Juste, mettons, quand tu repenses à ton voyage en Europe, ça a été quoi des highlights? Oui. Je pense que mon gros highlight côté expérience, puis tu sais, ça a été, on a été dormir voyons, comment ça s'appelle? Au sommet du Rocher de Nez, ou Rocher de Ney, je ne sais pas comment on le prononce. C'est où, ça? C'est à Montreux, dans les Alpes suisses. On a été dormir sur une plateforme. Ce n'était pas une place legit, je crois, pour faire ça. On a été dormir à la Belle Étoile avec, il y avait, je pense que c'était trois gars.
Il y en a un qui nous hébergeait pendant ce temps-là parce qu'on a fait beaucoup, beaucoup de tentes, mais on s'est souvent fait héberger, veut pas, en faisant du pouce, on finit par rencontrer des gens et tout. Fait qu'on a été dormir là, puis on a trimballé le vin, le kit pour faire une fondue suisse. Fait qu'on a fait une fondue suisse en voyant le soleil se coucher sur les Alpes avec les montagnes blanches plus quel loin. Beau setup! Quel beau setup! Assez, c'est comme on n'a pas vraiment dormi, mais c'est pas grave. Ça, c'est du glamping qu'on appelle. Puis là, écoute, j'aimerais ça qu'on aille vers ton deuxième voyage que tu as fait en 2007. Oui. Encore une fois, dans le style backpack. Par contre, je ne sais pas si vous étiez sur le pouce, mais vous aviez fait un upgrade. Vous aviez des lits, puis vous voyagiez... Oh non, c'est ça, vous voyagiez en autobus. Oui, on a upgradé. Ouais, c'est ça. On avait exactement le même budget, en fait. On parle de combien? Le même budget. On parlait de 16 $ par personne par jour. OK. Fait qu'en Europe, c'est ça qu'on a fait. On avait 10 € par jour, là, donc le taux de change dans ce temps-là. Ça donnait 16 $. Fait qu'on avait exactement le même budget, sauf que là, on a fait, là, pas de pouce. Non. Puis, pas de pouce et on va laisser la tente à la maison parce que, bon, c'est ça, on pouvait se le permettre. Donc, on avait des petites chambres doubles la plupart du temps, parfois avec une salle de bain. Fait qu'on auberge de jeunesse ou... Il n'y avait pas vraiment d'auberge de jeunesse, tu sais. Okay. Où ce que nous, on allait, fait qu'on a fait 1 ou 2 auberges de jeunesse seulement. Puis c'est sûr que maintenant, il doit en avoir un petit peu partout, mais là, 2007, hein? Fait que Bolivie 2007, tourisme, là, c'était pas si développé que ça. J'avoue. Ça a été quoi vos destinations? Votre voyage avait l'air de quoi sur une carte géographique? On est arrivé à Buenos Aires, puis ensuite, on s'est déplacé. On est resté là un bout. On s'est déplacé en Uruguay. Ça, c'était un coup de tête. C'était pas prévu, pantoute. Puis on est revenu, on est monté dans le nord de l'Argentine où on est resté un peu et où j'ai dû rester un peu plus longtemps parce que j'ai dû recevoir des soins de santé. Ce qui m'est arrivé aussi en Europe et ce qui m'est arrivé, en fait, partout. Y a-t-il des choses auxquelles il faudrait faire attention? Est-ce que c'est juste une bad luck ou... Faut juste pas voyager avec moi. Mais... Non, c'est juste des bad luck. Pour vrai, la seule fois où j'ai été malade d'une maladie de voyageur, si on veut, entre guillemets, là, quelque chose qu'on pogne en voyage typiquement, c'était en Asie. Puis le reste du temps, ça a toujours été des choses qui auraient pu arriver ici, mais qui n'arrivent pas ici. Puis ça m'arrive ailleurs. Ça rajoute une petite touche d'exotisme à mes voyages. J'aimerais ça spécifier parce qu'on a eu un appel avant, je fais toujours des appels, puis tu m'as dit, moi, ce que j'aime, c'est tout ce qui est à l'extérieur de la carte postale. Puis ça m'a vraiment marqué, fait que c'en est ça de l'extérieur de la carte postale. Oui, décidément. Sur le coup, c'est pas super le fun, mais après ça, je trouve ça très, très drôle à raconter. Mais on est resté dans le nord de l'Argentine, puis on a vraiment aimé ça. Puis ensuite, notre but, vraiment, c'était la Bolivie, où on a passé 1 mois, donc du sud au nord. Puis, on a terminé avec 3 semaines-ish là, au Pérou. Là. Donc, c'est à peu près 3 mois aussi. Puis, même chose, un petit peu même concept que pour l'Europe. Est-ce que tu as eu des moments, des highlights de ce voyage-là? Tu dis, là, si quelqu'un te le demande, il faut que tu ailles là. C'est ça, oui. Oui, vraiment. En Bolivie, la Bolivie, tout court, mais mettons qu'on va aller plus précis. En Bolivie, il y a le Surlipes, puis voyons, comment ça s'appelle? Le Salar de Uyuni. OK. Puis tu peux faire un tour en 4x4 dans le fond. Tu vas partir. Nous, on est partis du sud, là, pas loin de la frontière avec l'Argentine. Puis là, tu pars en 4x4 pour quelques jours. Tu t'arrêtes, tu as ton chauffeur, ta cuisinière et tout. Puis tu montes jusqu'à 4800 mètres d'altitude. Puis t'as l'impression d'être sur la Lune, en fait, par moment. Les paysages sont juste complètement fous. C'est vraiment un spot de planète que je trouve excessivement beau. Puis je le referais n'importe quand, même si l'eau était gelée la nuit, même si j'ai eu de la difficulté avec l'altitude, même si à un moment donné, je voulais tuer tout le monde dans le groupe. J'ai été me coucher, tu sais, j'ai été gentille, là, je m'endure. Mais, tu sais, même si on n'était pas confortable, même s'il faisait tellement froid la nuit, mais c'était vraiment, ça c'est à faire, à mon avis, c'est vraiment à faire. Mais mon Dieu, c'est tellement intéressant, t'en parles, puis tu le décris tellement, comment dire, bien avec, j'ai le goût d'y aller aussi, là. Parce que tu vois, moi, j'ai fait l'Amérique du Sud, mais je n'ai pas fait la Bolivie, malheureusement, parce que c'est un voyage, on le sait que toi aussi, t'en parlais, c'est voyage à l'accéléré un petit peu plus quand on est plus jeune, puis à force de voyager, on apprend le slow travel, mais mettons de passer une semaine dans chaque pays, c'est rapide, j'ai trouvé. Oui, c'est quand même rapide. Mais bon, ça amène autre chose. Tu sais. 100%. Voilà. Puis écoute, j'aimerais ça aller vers un autre
partie de ta vie, un autre Oui. chapitre qui t'a amené justement à prendre le temps dans tes voyages. Tu as terminé ton bac, je pense que tu avais commencé un micro-programme aussi, puis suite à ça, tu es déménagé en Australie. En fait, c'était pas supposé être aussi long que ça, mais finalement, ça s'est extensionné. Peux-tu nous expliquer un petit peu le motif derrière ce voyage-là? Ben, tu sais, on voyageait, dans le fond, on faisait un long voyage aux 2 ans, donc on était rendu à cette année-là. Puis on n'a jamais vraiment choisi nos destinations, tu sais, ils se sont un peu toujours choisis par elles-mêmes. Puis là, cette fois-ci, c'est que, en fait, mon conjoint, sa sœur, elle habitait en Australie depuis 8 ans à ce moment-là, puis il n'avait jamais été la voir encore. Puis il fait là, c'est à mon tour, tu sais. Là, c'est là qu'on va. Fait qu'on a sous-loué notre appartement, chose que j'ai fait aussi pour les autres voyages. J'ai toujours sous-loué pour rentabiliser un peu. On a sous-loué notre appartement, puis on est parti pour 4 mois cette fois-là. Puis en plus, on se disait, là, j'avais un enfant. À ce moment-là, j'ai terminé mon bac là, enceinte. Puis en fait, on se disait, on va y aller avant qu'elle ait 2 ans ou avant qu'on ait d'autres enfants parce que ça va coûter une beurrée en Australie. Donc, on a profité du fait que le bébé pouvait être sur nos genoux dans l'avion et donc de payer vraiment pas un gros prix. Puis, on est allé voir la belle-sœur. Puis, finalement, après 2 mois sur place, on s'est rendu compte qu'on vivait tellement une petite vie chill de quartier familial qu'on n'avait rien fait. Oui. Vous étiez où? À Melbourne, on était dans Malvern East, dans la banlieue de Melbourne. Puis c'est ça, puis on s'est rendu compte qu'après 2 mois, on n'avait presque rien fait. Puis mon conjoint travaillait temps plein. Lui, il avait commencé son entreprise il y a 1 an avant ça à peu près. Fait qu'il travaillait vraiment comme un forcené pour un très, très, très maigre salaire canadien. Puis là, nous, on était en Australie avec le coût de la vie australien. Mon visa ne me permettait pas de travailler, ni d'étudier, ni de rien faire, en fait. C'est pas grave, j'avais un bébé à m'occuper, tu sais. Mais, fait qu'on a comme rien fait en 2 mois. On a juste comme vécu la petite vie de banlieue de Melbourne. Puis on se disait, ben, ça fait comme pas de sens, tu sais, qu'on revienne dans 2 mois, puis qu'on n'a rien fait, tu sais, puis qu'on se soit endetté vraiment trop beaucoup. Fait qu'on a décidé de prolonger pour toute l'année, en fait. Fait que là, on a retrouvé des sous-locataires à distance. On a tout géré, cette chose-là. De loin, on a changé la date de nos billets d'avion. Ça aussi, ça nous a coûté de beurrer. Comme tout le voyage, en fait. Puis... c'est ça, puis on est resté. Puis dans le fond, l'autre affaire cool, ça c'est le petit côté romantique là, de l'histoire, c'est que avant qu'on arrive, ma belle-sœur venait d'obtenir sa citoyenneté et son conjoint venait de gagner un concours national. Lui, il est chanteur d'opéra. Il venait de gagner un concours national australien et le premier prix, c'était un contrat dans une maison d'opéra allemande. Fait que là, elle a fait, ben là, je viens d'avoir ma citoyenneté, on va pas émigrer, on ne va pas encore s'expatrier. Fait que le deal, c'était que lui parte faire son année, qu'elle restait ici avec sa citoyenneté, la maison et tout, puis qu'à la fin de l'année, ben, il allait voir. Si ça ne marchait pas, il revenait. Si ça marchait, elle allait le rejoindre en Allemagne, là où elle habite toujours aujourd'hui, finalement. OK, elle est déménagée, OK. Oui, finalement, elle est partie à la fin de l'année, elle aussi. Puis, juste avant de partir, lui, il l'a demandé en mariage. Puis, le mariage avait lieu à la fin de l'année aussi. Fait que là, on s'est dit, on ne reviendra pas. Tu sais, si on part de l'Australie pour revenir au Canada, on ne refera pas un autre aller-retour dans la même année. On n'y arrivera pas. Là. Je veux dire, moi, j'étais étudiante, puis mon conjoint était en démarrage d'entreprise. Là. On n'avait pas les moyens de faire ça. Fait qu'on s'est dit, on va rester. C'est ça. Puis ça l'a amené vraiment des belles, des beaux moments parce que tu me disais, pour une première fois, vous réalisiez les beautés du slow travel. Ouais. Ça vous a permis de voir les différences culturelles avec les Australiens, de noter les différences. Ça vous a permis aussi de faire quelques petits voyages. Je pense outback, camping en Nouvelle-Zélande. Écoute, commençons peut-être par les différences que tu as notées. Oui. Bien, rien de majeur, tu sais, parce qu'on sait que l'Australie, ça ressemble quand même à notre culture, on ne veut pas se faire si loin, mais je pense qu'en restant suffisamment longtemps, on peut approfondir des choses, autant du côté un peu politique que, on a vécu des élections, puis je trouvais ça fantastique. J'ai aussi vécu le paiement de comptes de taxes, puis moi, je trouve ça fantastique. Moi, j'aime ça m'acheter du dentifrice à Taïwan. Tu sais, je trouve ça cool, ces affaires-là. Tu sais, des affaires banales, mais à l'autre bout du monde, c'est le fun. C'était pas si le fun que ça, payer des comptes de taxes, mais tu sais, bon. Puis j'ai comme senti
que là-bas, les enfants ne dérangeaient pas. Tu sais, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais à ce moment-là, les enfants ne dérangeaient jamais, nulle part. Même dans les petits cafés cosy, cute du centre-ville, on leur servait des baby chinos, là. En fond, c'est du lait au chocolat, mais cute avec de la mousse, là, tu sais, dans une petite tasse mignonne. Ouais. Puis, tu sais, le bébé qui pleure, le bébé qui rentre dans le métro, tout le monde se tasse, c'était spontané. Puis j'ai eu un espèce de petit choc culturel quand je suis revenue à Québec parce que je trouvais que les gens étaient mal élevés, puis, tu sais, j'en fais partie. Mais je n'étais pas habituée à ce qu'on me facilite plus la tâche là, avec le bébé, la bedaine et tout ça. Je comprends. Puis tu dis aussi que le vibe était très surfer, chill, les gens sont relax, tu sais. Il n'y a pas de stress. Ouais. Tu sais, il y a des... Moi, ce que j'avais aimé beaucoup, c'est le côté tellement relax qu'à un moment donné, on passait une frontière d'un État à l'autre, puis on n'avait pas le droit de transporter des aliments, un peu comme quand on va aux États-Unis. Puis tout ce qu'il y avait, c'était une genre de boîte sur le bord de la route perdue avec un « merci ». Tu sais, c'était comme « on vous fait confiance, jetez vos affaires que vous n'avez pas le droit de passer le mètre d'après », puis aucun contrôle. Tu sais, c'est tout le temps des petites affaires comme ça, là, puis les gens respectaient ça, tu sais, c'est ça qui me faisait capoter. Ah, mais c'est intéressant, puis, tu sais, un autre élément avant qu'on passe à un autre chapitre de ta vie, mais tu semblais dire aussi que tu avais pris goût à, justement, aller dans ces cafés-là, t'asseoir, prendre ton latte, vivre cette vie de quartier, parce que tu étais dans un quartier que tu décrirais comment populaire, comme typique un peu, c'était quoi, mettons? Zéro touristique. Quartier familial moyen, avec des bungalows. Tu sais, vraiment, là. Mais c'était 10 minutes du centre-ville, donc j'allais souvent en ville quand même. Puis on s'est promené aussi dans la région beaucoup. On avait accès à une voiture, mais juste, tu sais, vivre la petite vie, puis aller au parc, puis arrêter au café, puis là, la dame se souvient de quel café tu aimes prendre, puis c'est ça. Tu sais, ça, j'ai trouvé ça fantastique. Puis à partir de ce moment-là, à peu près tous nos voyages, tous nos déplacements sont basés un peu sur le même beat, dans le sens qu'on prend notre petite vie puis on la déplace ailleurs. Puis, c'est sûr qu'on fait des choses qu'on ne ferait pas peut-être ici. Mais en général, c'est vraiment de déplacer notre vie, tout simplement, de la traîner. C'est pas une pause, c'est pas une parenthèse quand on part en voyage, c'est vraiment juste, on se déplace, puis on poursuit ailleurs, puis on revient, puis bon. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis écoute, j'avais dit qu'on passait au prochain chapitre, mais j'ai oublié. Je veux savoir tes highlights parce que là, tu as fait du outback motorisé, du camping. Y a-t-il eu des éléments marquants de ces petits voyages-là? On s'est promené pas mal. On a fait des road trips beaucoup. Mais la chose que je voulais faire en Australie, puis là, je me disais, si je pars de l'Australie puis que j'ai pas fait ça, j'ai raté ma vie. Je voulais vraiment faire ça dans ma vie. Donc, on a traversé l'outback australien du sud au nord. On est parti de Melbourne en motorisé. Je classe, je sais pas quoi, là, ceux avec un lit au-dessus du que vous aviez loué? Qu'on avait loué. Okay. On était 4 adultes. On avait un ami qui était venu nous rejoindre pendant 5 semaines. Puis ma belle-sœur qui a suivi la moitié du trajet. Puis après ça, elle est repartie en avion parce qu'elle travaillait. Puis le bébé et ma bedaine, parce que là, j'étais enceinte aussi à ce stade-ci. J'en ai fait une en Australie. Pas de temps à perdre. Puis, c'est ça. Puis, dans le fond, on a traversé sur 2 semaines. C'était quand même rapide, 2 semaines. Là. S'il y a des gens qui veulent faire ça, je conseillerais d'aller peut-être un petit peu plus, un peu plus lentement. Mais c'est vraiment ce qu'on avait, 2 semaines de libre et c'est quand même coûteux. Puis ça, là, sérieusement, c'est à égalité avec le Sur-Lipes là, en Bolivie. Okay. C'est vraiment, c'est des paysages lunaires, c'est fou. Il y a plein de parcs nationaux. Dans le nord, c'est plus tropical, c'est chaud. Il y a des araignées grosses comme des assiettes. On n'aime pas ça, mais en même temps, c'est cool. Dans le centre, la terre est rouge. Il y a Uluru. Il y a des kangourous. Il y a ce côté-là, en bac de... des 500 km en ligne droite avec bien, puis sous un soleil de plomb. Il y a vraiment un côté, puis tu sais, les truck stops qui sont hyper... c'est vraiment typique, là. On dirait qu'il manque juste les petites balles de foin, là, qui tournent, là. C'est perdu. Il y a des villes souterraines aussi. Il y a... des villes souterraines? Tu m'en apprends une. Il y a une ville souterraine qui s'appelle Coober Pedy. OK.
qui est dans la moitié sud, en bas de Alice Springs, mettons. Et puis, la ville est à 80% souterraine, c'est-à-dire que les habitations, c'est des habitations troglodytes, on dit ça comme ça. Donc, 80% de la population vit sous terre, puis ça garde la fraîcheur. Et l'eau de cette partie-là, parce que c'est extrêmement sec, l'eau est acheminée du sud. Les arbres, ils vont les chercher dans le sud aussi, puis là, il y a comme vraiment une grosse job d'entretien des 4-5 arbres de la ville. Puis l'église est sous terre. Fait que, quand tu te promènes, tu as l'impression de te promener. Ils ont tourné un film là-bas, c'était Mad Max, je pense. En tout cas, tu as l'impression de te promener d'une affaire de science-fiction un peu. Ouais! Mais c'est drôle! Semi-inquiétant. Ça me fait un peu penser à une ville construite de toutes pièces par l'homme. C'est comme un peu le Las Vegas de l'Australie. Oui, puis c'est fou! Mais ouais, t'arrives là, tu fais comme, il doit y avoir comme 14 habitants. Finalement, ils sont 4000, tu sais. Puis wow. C'est vraiment, c'est drôle. Est-ce que c'est patrimoine mondial? Dans le sens, c'est dur à dire vu que c'est récent, c'est construit par là, mais dans le sens que c'est quand même unique comme construction. Je sais pas s'il y a quelque chose de rattaché, un titre de rattaché à ça. Je sais qu'on dit que c'est la capitale mondiale de l'opale. 80% de l'opale serait extrait là. Mais c'est ça. C'est vraiment une place vraiment bizarre, en fait. Puis c'est pas là, tu restes pas là une semaine, là, tu passes. Tu t'arrêtes une nuit et tu repars. Mais c'est ça, c'est plein d'affaires comme ça. Oui, puis j'ai trouvé ça très cool. Puis comment tu as trouvé ça, la dynamique dans un motorisé avec une famille? En fait, plus qu'une famille, vous étiez 4, hein, c'est ça? 4 adultes. 4 adultes plus enfants. Donc, un couple, une belle-sœur, un ami, puis un bébé. Est-ce que pour toi, c'était quelque chose de facile ou que tu as trouvé qu'il y a eu une certaine adaptation? Ah non, je vivrais là-dedans. Oui, pour vrai, j'aime vraiment beaucoup ça. Fait que ça a un peu été le début de, là, j'avais envie de combiner transport et hébergement plus souvent dans nos voyages, ce qu'on n'a pas fait si souvent finalement, mais ouais, non, moi j'ai trouvé ça facile, j'ai trouvé ça le fun. Ce que j'ai trouvé difficile, c'est d'être enceinte dans le motorisé et d'avoir des nausées effroyables. Donc là, c'était un petit peu plus difficile, je trouvais. Oui, mais ça, c'est un peu hors de ton contrôle. C'est ça. C'est que là, ça, je trouvais ça plus dur. J'aurais eu besoin peut-être d'un peu plus de confort, mais non, pour vrai, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, puis je le referais n'importe quand. Ah, mais écoute, génial. Puis on s'assurera peut-être la compagnie avec qui vous avez loué, même si ça fait quelques années. En tout cas, bref, je mettrai tous les liens dans le descriptif. Puis là, on retourne à Québec, au Québec, parce que là, il y a eu un moment où que vous avez été plus tranquille. Là, il y a eu la naissance de ton deuxième enfant. Tu t'es aussi, pas recyclé, mais tu as commencé un nouveau domaine dans lequel tu t'es vraiment lancé à fond, qui était en périnatalité. Exact. Mais là, OK, on va comme fast-forward ce moment un peu plus tranquille au Québec, puis aller vers le voyage en Asie, qui a été un moment d'instruction en famille où tu as fait, OK, je vais juste vraiment le dire, là, éducation en famille? Tu peux le dire comme tu veux, mais tu sais, les gens disent école-maison, mais c'est pas vraiment de l'école-maison, mais oui, de l'instruction en famille. Moi, vous êtes partis 6 mois en Asie. 6 mois en Asie. Là il s'est passé des affaires dans les 5 ans d'avant, tu sais, c'est ça, le changement de domaine, beaucoup de déménagements, mais aussi 2 nouveaux enfants. Donc, là, on était rendu à 3 enfants qui avaient respectivement 3, 5 et 7 ans. À ce moment-là. Donc, on est parti pour 6 mois en Asie. Puis ça aussi, c'est un genre de plan où j'ai dit à mon chum, j'aimerais ça, peut-être aller en Asie. Puis lui, il était comme, moi aussi, ça m'intéresse, l'Asie, cool. Puis là, combien de temps qu'on pourrait partir? Ben, mettons 1 mois et demi, tu sais. Puis là, finalement, on est parti 6 mois. ça fait tout le temps ça un petit peu. Encore une fois, au niveau géographique, ça a été quoi un petit peu vos endroits? On a fait des allers-retours un peu tout croche parce que notre trajet était vraiment pas logique, mais si tu regroupes tout ça à la fin, on a passé au total 7 semaines en Thaïlande, 1 mois à Taïwan, 5 semaines en Malaisie et 2 mois à Bali. Ça s'est terminé comme ça, mais c'était pas ça du tout qui était planifié au départ. Puis là, tu as commencé quelque chose de nouveau que tu n'avais jamais fait à la base, qui était d'enseigner à ta fille, ta plus vieille. Oui. Comment tu as trouvé ça, cette dynamique-là? J'ai trouvé ça correct après un bout, mais essentiellement, on a passé 2 mois à s'obstiner, 2 mois à s'arrimer, puis 2 mois que ça passait bien, puis là, c'était terminé. Mais moi, j'ai beaucoup d'amis qui font l'école à la maison, l'instruction en famille, je me reprends moi-même, l'instruction en famille comme mode de vie, qui font ça pas de façon temporaire.
Donc, je voyais un petit peu, je savais un peu par où j'allais passer côté étape, apprendre, désapprendre à apprendre et réapprendre à apprendre et tout ça. Le stade où l'enfant commence à réagir puis à se rendre compte qu'il est maître un peu de ses apprentissages puis qu'il est capable de trouver des signifiants, des signifiés par rapport à ce qu'il apprend dans la vraie vie, si on veut. Donc, il prend un peu en charge son propre apprentissage, mais tu sais, ça se fait pas comme le lendemain, là. En tout cas, pas dans mon cas. Puis, on m'avait averti. Ça prend quelques temps, quelques mois, voire, là, avant de bien se placer. Puis, plus l'enfant est âgé aussi, plus il y a eu comme la structure éducative d'une école traditionnelle, plus ça doit être difficile de désapprendre aussi. J'imagine, oui. Puis je vais pouvoir t'en parler la prochaine fois qu'on va retirer les enfants de l'école pour partir en voyage. Ben oui! On s'en fera un autre podcast. C'est ça. Puis elle était en 2e année. Fait que c'était pas si pire. Mais c'était ça, 2e ou 1e? Puis, mais elle, c'est une enfant qui n'aime pas tant l'école. Donc, tu sais, dans ma belle naïveté, je pensais qu'elle aimerait plus ça avec moi sur une plage. Puis, ben non, pas tant. Fait qu'il a fallu vraiment s'adapter puis faire les leçons à des moments opportuns de la journée. Dehors, ça marchait mieux. On a déjà fait une leçon, si on veut, de géographie, mais en étant accroché à des bouées dans la mer. Puis, à chaque fois qu'il y avait une vague, dans le fond, on avait jusqu'à la prochaine vague pour trouver la réponse à ma question. Fait que quand la vague arrivait, il fallait qu'elle me crie sa réponse. Puis là, ça marchait. Là, ça marchait vraiment. On a fait des leçons de mathématiques avec des coquillages puis des brindilles qu'on a trouvés. Donc, chaque type de coquillage avait une valeur. Puis après ça, on faisait des échanges. Puis on s'est fait comme une boutique. Ça marchait. Cool. Mais tout ce qui était plus cahier, parce que veux pas, moi, j'avais comme plan de la réintégrer à l'école l'année d'après. Donc, je suivais quand même français et maths de l'école. Ça marchait moins bien. Mais bon. On a survécu. Puis est-ce que toi, mettons, vu que tu as vécu une tu as vécu une expérience comme celle-là, puis tu dis que tu vas en refaire une autre, est-ce que tu te verrais faire l'école à la maison, complètement? Est-ce que ça... Oui! Parce que je sais que tu aspires à une flexibilité, tu aimes ça, le rythme un peu plus chill, tout ça. Décidément, je me verrais le faire. Puis j'ai toujours gardé la porte ouverte. Je garde la porte ouverte dans tout. Dans le sens que si jamais un de mes enfants n'est vraiment pas bien à l'école, ben on le retire, puis on va s'organiser, puis on va faire l'instruction en famille, puis on a des bons réseaux pour ça au Québec. Il y a beaucoup de familles qui le font au Québec. Fait que oui, tu sais, la porte est ouverte, mais en même temps, là, c'est pas compatible avec mes projets personnels ces temps-ci, ces années-ci. Donc, puis ils sont quand même bien à l'école. Donc, c'est ça. Là, pour l'instant, ils sont scolarisés dans le système. D'accord. C'est ça. Ça reste que c'est plaisant de pouvoir l'expérimenter quand on est à l'extérieur puis qu'on veut partir un 4 mois, un 5 mois, 6 mois. Exact, oui. Mais non, c'est super intéressant. Puis, y a-tu des éléments de la culture là-bas, de l'architecture? Ça peut être, encore une fois, une destination qui te surprend. Oui! On marche en coup de cœur. On veut amener on y va avec les coups de cœur. On veut rêver les gens. Avec les coups de cœur. Parce que je pourrais te parler de toutes les galères aussi, mais je pense que ça prendrait 2 heures de plus. En Asie, mon coup de cœur, c'est un pays, en fait, c'est Taïwan. J'ai détesté Taïwan le premier 24 heures, mais tu sais, solide, là, pour te donner une idée. Moi, c'est ça. Moi, l'affaire, là, c'est que quand j'arrive d'un nouveau pays, puis que j'arrive de nuit en plus, je suis exécrable. Donc, avis à tous ceux qui peuvent... qui veulent faire ta connaissance, c'est pas dans un... pas dans un party le soir. Si vous voulez voyager avec moi, c'est ça. Le premier 24 heures, bonne chance. Mais c'est ça parce que, tu sais, j'ai peur en avion. Fait que j'arrive, je suis vidée. J'ai peur en avion. Bon, blogueuse voyage. Mais j'arrive, je suis vidée. Puis là, tu sais, le vol avait eu du retard, les enfants étaient super fatigués parce que aussi, là, ça leur rentre dans le système. Moi, j'étais en semi-panique dans l'avion tout le long. Mes enfants rient de moi quand je fais ça, c'est parfait. Puis là, on arrive trop tard, puis là, il pleut, puis là, c'est une vague de froid sans précédent. Tu sais, la dernière fois qu'il y avait eu ça, c'était 40 ans plus tôt. Donc, nous, on était habillés pour, tu sais, on nous avait annoncé du 15 à 25 degrés, puis il neigeait, tu sais. Fait qu'on n'était pas équipés pour ça. Nous, on partait 6 mois en Asie. On partait pas au Groenland. Là. Fait que, on avait fret. Il a fallu aller s'acheter des manteaux le lendemain. Tu sais, c'était le bordel. Puis on est arrivé dans le milieu de la nuit.
Puis, on dirait que, tu sais, si j'avais fait l'effort de réserver un hôtel plus crade que ça, je pense pas que j'aurais réussi, en fait. Là, j'ai vraiment réservé comme l'hôtel le plus crade de toute Taïwan. Fait qu'on est rentré là dans le milieu de la nuit, pour on a fait « Oh my God, c'est quoi notre vie? » On a dit, on n'a pas allumé les lumières, on a dit aux enfants « On va se coucher, les lumières ne fonctionnent pas, tu sais, parce qu'on ne voulait pas voir la chambre. » OK! On voulait dormir. Fait qu'on s'est dit, ce qu'on ne connaît pas ne peut Fait pas pas nous mal. faire de mal. C'était pas si pire que ça le lendemain, finalement. Mais... Fait que, tu sais, il y a eu ça. Puis le lendemain matin, on est à la gare, il faut qu'on change de ville, il fait froid, j'ai mes règles, je suis fatiguée, puis là, j'éclate en sanglots à la gare devant tout le monde. Puis mes enfants qui ne comprennent pas ce qui se passe. Fait que, tu sais, j'ai comme passé un 24 heures où j'avais juste envie de retourner chez nous à Québec, puis ça me tentait plus pantoute d'être là. Puis le lendemain, on a fait du couchsurfing, on s'est retrouvés chez un couple absolument charmant, qui nous ont fait aimer instantanément Taïwan et tout le monde qui y vit. Est-ce que c'était des Taïwanais ou c'était des... OK. Oui. Oui, puis trop fantastique ces personnes-là, puis même qu'on les a revus plus tard parce que j'ai eu des ennuis de santé pour faire changement. Puis mais là, on a tous été malades, fait que fair enough pour tout le monde. Mais à un moment donné, on avait un peu de difficulté à se reloger, puis on devait consulter dans un hôpital et tout ça, puis on est retourné dans leur ville, puis ils nous ont accueillis à bras ouverts, puis c'était comme ce qu'on avait de plus proche d'une maman à ce moment-là, qu'on avait besoin de réconfort. Mais oui, votre ancre. Ouais. Vraiment. Puis à partir de là, pour vrai, Taïwan, on serait resté 6 mois. Okay. C'est vraiment parce qu'il fallait revenir. Notre billet d'avion était déjà planifié et tout. Mais on serait resté là, puis j'y retournerais longtemps pour découvrir encore plus parce que j'ai pas eu le temps. En un mois, j'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passe là. C'est vraiment là, puis il y a la barrière de la langue beaucoup. Ouais. C'est pas une langue que j'ai apprise. Malgré que tu en parles plusieurs. Mais je les parle pas. J'en ai étudié plusieurs. On va nuancer. On va y nuancer. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'y retournerais pour mieux comprendre cette culture-là, ces gens-là, ouais. Puis, voyons, un petit peu, je vais juste descendre ici. Oui. Je le couperai. Pas de rush. C'est ça que j'aime, on peut faire du montage. Non, il n'y a pas de stress. Là. Puis, Bianca, est-ce qu'il y avait un autre élément ou toi, c'est ça, Taïwan, ça a été ton coup de cœur, super. Ben oui, il y a eu plein d'affaires, évidemment, en 6 mois. Mais j'aimerais quand même mentionner que pendant ce voyage-là, c'était notre première expérience d'avoir les enfants d'âge scolaire et de travail à distance pour les deux. Parce qu'en Australie, mon conjoint travaillait, puis moi, je m'occupais de l'enfant exclusivement. Lui, il travaillait plus que temps plein, puis bon. Puis en Asie, c'était la première fois que moi aussi, je travaillais à distance. Et que, bon, c'est ça, les deux, en fait. Donc, lui, il travaillait temps plein. Moi, je travaillais quelques heures ici et là, plus l'école des enfants. Faisais? Là, dans le fond, j'étais retournée à l'université juste avant de partir. J'ai fait un certificat en rédaction professionnelle. Et donc, à ce moment-là, j'étais devenue langagière, plus précisément rédactrice réviseur. Okay. Donc, j'avais de la clientèle à distance. C'est ça. Fait qu'il y avait comme l'arrimage de, tu sais, tourisme, la petite vie normale aussi. Les enfants qui sont là 100% du temps. En fait, là, ici, c'est beau. Ils vont chez les voisins. Des fois, la grand-mère les garde pour une soirée. On peut appeler une gardienne. On fait des playdates. On va voir des amis, tout ça. Mais là, là-bas, on est seul. On est vraiment seul. Est-ce que tu as développé une façon, justement, de te permettre... c'était quoi la dynamique pour permettre à ton chum de travailler? Toi, de travailler, il a dû avoir une certaine routine à développer avec les enfants? Oui, mais elle change à chaque voyage parce que les enfants vieillissent et les besoins changent. En Asie, il travaillait temps plein, si ce n'est pas 60 heures semaine, parce qu'il était à ce stade-là de sa compagnie. Et moi, je travaillais 1 heure ou 2 par jour. Puis, je faisais environ 1 heure d'école par jour et le reste du temps, je décollais avec les enfants. Pendant que moi, je travaillais, on les pluguait sur le iPad. C'est vraiment... Ensuite, je décollais avec les enfants dans la ville. Fait que j'ai fait plein d'affaires en Asie que mon chum n'a pas fait. Puis qu'il fait « Ah oui, on a été là. » Ben ouais, mais t'étais pas là, toi.
Lui, il était vraiment en mode, il était dans sa routine de Ah, travail. il travaillait, là, Oui, 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 vraiment. Tu sais, il a fait des choses quand même, puis des fois, il oui, prenait des petits congés ici et là, mais il a oui. vraiment eu beaucoup de travail cette année-là, puis c'était correct, là, tu sais, c'était notre Mhm. beat. Puis les voyages d'ensuite, notre beat, c'était plutôt qu'on travaillait les 2, 3 heures le matin en même temps, puis après, on décolle tout le monde, OK. ou des fois, on se sépare, là, évidemment, là, parce Mhm. qu'on se tape ses nerfs des fois aussi, là. Ça prend du temps pour se séparer un petit peu. Des fois, ça fait du Oui. bien. Surtout en voyage, c'est tellement une dynamique. Oui, En plus, vous avez eu à vous déplacer. Fait que, tu sais, de considérer ça oui, aussi un petit peu planifié. OK, c'est quoi le next step? Tu sais, même si vous exact. n'êtes pas du genre à over-planifier, mais Mais il y a ça, c'est quand ma même. job. Hmm. Ça, c'est ma job. Oh oui, non, non, mais oui. Simon, lui, je lui dis, fait que demain, on part dans tel pays, là. Puis il fait, OK, c'est où? Il suit. Ah oui, non, mais tu sais, puis c'est pas que je suis comme hyper germaine, mais c'est vraiment notre, en tout cas, Oui. j'espère, mais c'est comme notre façon de fonctionner, fait que ça a toujours été moi qui organise les voyages ou qui sort les idées ou Mhm. puis qui fait les recherches et tout ça. Puis lui, il exécute plus. Puis, tu OK. sais, ça fait notre affaire aux deux. Fait que souvent, je vais, mettons, réserver la veille pour un hostel ou quelque chose comme ça, mais c'est lui qui va aller faire le check-in, tu sais. Mhm. Moi, je suis un peu introvertie, fait que des fois, j'ai pas envie de parler aux gens. Fait que, tu sais, c'est ça. On va gérer nos affaires comme ça, là. Mais c'est correct de travailler selon les forces de chacun puis d'être bien Voilà. dans cette dynamique-là. C'est parfait. En fait, vous avez trouvé votre dynamique qui fonctionne. Fait que Oui, keep c'est it. ça. Tout à fait. Puis là, Bianca, Oui, j'aimerais ça parce que, comme j'ai dit, comme je l'ai mentionné au début, vous en avez vécu des types de voyages. Puis il y a un autre oui. élément que je trouve vraiment intéressant, c'est de faire du home sitting, puis du pet Mhm. sitting, des échanges de maison. Puis ça, vous Et l'avez des fait. échanges de maison. C'est des Oui, affaires différentes. c'est Oui, des affaires différentes. OK. oui, oui, oui. Fait que là, pourrais-tu me dire un petit peu, je sais qu'en 2017, vous avez fait l'expérience en Abitibi. Vous êtes parti pendant Oui, un été, 2 mois, puis ça vous permettait bon, de faire du travail nomade. Vous êtes inventé une vie abitibienne. Donc, oui. comment ça s'est placé? Comment on fait ça, un échange de maison? Bon, petit cours 101 d'échange de maison, dans le fond, il y a des plateformes qui existent pour ça. Je pourrais t'en envoyer après. OK. Donc, tu t'inscris, tu te fais une fiche, puis tu contactes des gens, essentiellement. Tu es vérifié aussi sur ces plateformes-là. C'est des services qui sont payants, règle générale. Oui. Moi, par contre, écoute, pour l'Abitibi, moi, je l'ai fait du bouche à oreille, là. L'ami de l'autre qui aimerait ça venir à Québec, mais qui trouve ça trop cher, 2 semaines d'hôtel. Ça a été plus ça. Pour l'Europe, ça a été c'était avec une plateforme. Bref, OK. il y a la plateforme, tu fais ça, et là, il y a 3 types d'échanges. Tu as les échanges réciproques simultanés. Donc, OK. tu viens dans ma maison pendant que je vais dans ta maison. Échange de bons procédés. On est content, ça ne nous coûte rien. On a une cuisine complète. On a parfois aussi un échange de voitures qui vient avec ça. Donc, pourquoi pas? Ensuite, tu peux avoir un échange qui est réciproque, mais non simultané. Donc, tu OK. viens dans ma maison pendant que moi, je suis au chalet. Puis, un peu plus tard dans l'année, pendant que toi, tu n'es pas chez vous, je vais aller dans ta maison. Ça, c'est réciproque non simultané. Et il y a non réciproque. Donc là, ça fonctionne avec des systèmes de points où, bon, tu sais, chaque plateforme a son truc. Alors, tu viens dans ma maison, mais je n'irai pas dans ta maison. Fait que vu que tu viens dans la mienne, ce que tu vas me donner, c'est des points. C'est une OK. monnaie symbolique. Et moi, avec ces points-là, je vais aller dans la maison de quelqu'un d'autre qui a peut-être une résidence secondaire puis qui n'est pas chez eux ou bon, je vais aller dans ça, puis lui, ben, il va pouvoir aller ailleurs. Fait que ça élargit les possibilités. Donc, c'est un peu les 3 façons de fonctionner. Pour l'été en Abitibi, c'était des échanges réciproques qu'on a trouvés par le bouche à oreille, tout simplement. Donc, 2 familles sont venues, sont venues profiter de la ville de Québec pendant le festival d'été, tout ça. Puis c'est bien, Québec, l'été, c'est super le fun. Mhm. Puis nous, ben, on a été vivre dans des petits villages. Vous Donc, étiez où? on était à Clerval, en Abitibi-Ouest, en OK. plein centre du village. Ça, c'est une amie collègue, en fait. Et puis, l'autre coin, c'était la Corne. On était sur le bord d'un lac. On avait des kayaks, puis tout ça. Puis Oh mon Dieu. Puis ce qui ça est nous intéressant, sortait très bien. ce qui est intéressant avec ça, c'est justement c'est que ça permet de partir de longues périodes de temps. D'abord, de te Oui. sentir vraiment comme un habitant de la place, tu sais, comme un Mm-hmm. résident de la place, de faire, comme tu l'as dit, tu déplaces ta vie ailleurs, mais aussi d'économiser parce que ça coûte Tellement. rien. L'hébergement, surtout en famille, ça coûte cher parce que ça prend Ben quand même oui. une chambre double. Fait Ben que, oui. en termes de dépenses, parce que je pense que tu as fait un article de blog là-dessus. Ouais, j'étais un petit peu intense dans mes budgets, Non! Mais je trouve ça super dans mes intéressant. bilans de budget. Ben, en termes de dépenses, tu sais, ça revient à rien dans le fond. Là. Je veux dire, on
on a dépensé pour se rendre en Abitibi. Après ça, quand on mange là-bas, on mange ici aussi. Quand on fait des activités là-bas, on les aurait faites aussi ici. C'est ça. Moi, après ça, on laisse un petit cadeau là, de départ, puis on fait un très, très gros ménage de départ, puis c'est tout. Puis en même temps, moi, j'ai des chats. Fait que d'habitude, pour les autres voyages, j'ai toujours sous-loué, en fait. On a toujours sous-loué à des familles ou à des... Ben, pas juste des familles, là, n'importe qui. Puis, c'est toujours pratique d'avoir quelqu'un dans ta maison quand tu pars longtemps. Les assureurs aiment souvent ça. Évidemment, il faut en parler avec les assureurs. C'est toujours un peu compliqué. Là. Les échanges de maison, ils ne comprennent pas tous c'est quoi. Fait que là, moi, j'avais des gens, j'avais pas besoin de faire garder mes chats cet été-là. J'avais des gens qui pouvaient s'occuper de mes chats. J'étais super contente avec ça. Puis moi, j'étais chez eux et je m'occupais de leurs poules, puis de leurs chats, puis de leurs lapins, puis de, tu sais. OK, parce que ça, c'est comme le pet sitting, c'est ça? Oui, bien, quand on tombe, mettons, dans le home sitting, pet sitting, il n'y a plus de question d'échange. C'est vraiment, comme exemple, l'été passé, c'est ce qu'on a fait un peu partout dans le Québec. On s'est promené de la Gaspésie à l'Outaouais, Montréal, Mauricie. Puis, dans le fond, là, c'est vraiment des gens qui partent en voyage puis qui font comme « Ah, chenoute, j'ai personne pour m'occuper de mon minou. » Donc, moi, je me propose, salut, moi, je vais aller faire de la vie dans ta maison, je vais te la cleaner, je vais remplir ton frigidaire avant que tu reviennes. Fait que quand tu vas arriver de ton long vol en revenant du Vietnam, tu vas être vraiment contente d'avoir un déjeuner. Ta maison va être propre. Il y aura eu de la vie dedans, puis tes chats vont avoir eu plein d'amour. Fait que c'est un peu ça. Puis moi, en échange, ben, ça me permet d'aller vivre dans ta région pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Puis une personne Excuse-moi. Une personne qui initie le processus, qui n'a pas nécessairement de review, est-ce que c'est difficile d'avoir une acceptation? Est-ce que vous l'avez eu du premier coup? Comment ça a fonctionné? Là, pour ça, j'avoue que je ne peux pas en parler beaucoup parce que pour le pet sitting et le home sitting, il y a aussi des plateformes, mais je sais que c'est un petit peu moins simple pour les familles, pour ceux qui ont des jeunes enfants. C'est une affaire beaucoup de retraités ou d'expats, puis c'est plus des personnes seules qui vont aller en faire. Comme toi, tu serais une bonne candidate, mettons. Okay. Je ne dis pas que ce n'est pas possible pour les familles, mais de ce que je comprends, de ce que mes amis qui en font me disent. Nous, encore une fois, on a passé par le bouche à oreille puisqu'on restait au Québec, donc il y a des gens là-dedans que je connaissais. J'ai eu des anciennes clientes. J'ai eu l'ami de l'ami du facteur de l'autre. Là, des gens que j'ai rencontrés sur des forums de voyage puis que, en lançant un petit message. « Ah, ben moi, j'ai une maison en Outaouais puis je pars en voyage. J'aimerais ça que quelqu'un s'occupe de mon jardin. » Bon, parfait, je vais y aller. Fait que ça a été beaucoup de bouche à oreille. Fait que je peux pas parler pour le processus. Là, Fait qu'il y a possibilité de le faire plus entente à l'amiable aussi. Oui. Tout se fait. Tout se fait. Tout se fait. C'est vraiment intéressant pour vrai parce que moi, c'est quelque chose que j'ai jamais essayé, mais dans une volonté de voyager. Puis moi, j'adore le slow travel aussi. Là. J'ai la tendance depuis plusieurs années à rester à un endroit puis à vraiment me sentir, aller... partie intégrante de la place, puis me faire des amis, tout ça. Fait qu'en tout cas, merci. L'échange d'appartement, là, ça pourrait bien te faire aussi. Puis, vraiment pour vrai, en tout cas, si jamais tu veux passer une semaine à Québec, hein, tu me fais signe. Ça arrive qu'on n'est pas là. Mais, puis pour vrai, j'encouragerais tout le monde à l'essayer si... Ben, c'est sûr qu'il faut que tu sois à l'aise à avoir des gens dans tes choses, hein, mais en même temps, les gens ne sont pas si cons. Puis tu fais une sélection quand même, tu jases avec eux, tu fais un premier contact. Fait que, tu sais, 99% du temps, ça se passe très bien. Là. 100%. Il y a du bon monde sur cette terre, quoi. Oui, ben oui. Ben oui. Puis là, Bianca, un autre élément qui est vraiment unique à toi, OK? C'est vraiment que tu t'intéresses depuis, disons, le cégep, je crois, hein, à la bière. Tu es une fan de bière. Puis je sais que ça oriente un petit peu, tu sais, ça vient toujours se placer un petit peu soit dans tes articles ou, tu sais, dans tes destinations que tu choisis. Tu vas faire un petit arrêt dans les microbrasseries, découvrir la bière locale. Fait que là, comment est-ce que tu places ça dans tes voyages? Quel type de voyage tu fais? Allons-y pour le Québec, mettons. Pour le Québec, tu sais, l'année passée, j'ai été sur les routes du Québec pendant 5 mois. Okay. J'ai fait cette partie de 2 mois avec ma famille en échange de maison et tout ça. Donc, évidemment, dans chaque région, j'essayais d'aller dans les microbrasseries que je n'avais pas visitées sur place parce que j'aime beaucoup aller sur place, parler aux brasseurs et tout ça. Donc, on a fait beaucoup de microbrasseries avec les enfants. Ça en était un peu indécent. Pour vrai, en 2 mois, je pense qu'on les a traînés dans 35 microbrasseries.
Soit qu'ils vont avoir une écarantite quand ils vont arriver à l'âge de majorité ou qu'ils vont devenir des accros finis. Honnêtement, à la fin, on se disait, OK, là, ça va plus du tout parce que là, tu sais, on prenait des palettes de dégustation, puis tu sais, t'avais ma fille qui sentait les trucs. Les autres, ils se prenaient, bon, un petit drink là, d'enfant. Puis ils sentaient les trucs, puis là, ma fille était capable de reconnaître les IPA, puis ça commençait à m'inquiéter. Là, je pense pas comme pour un bon parent. Fait que, tu sais, dès que je vais quelque part puis qu'il y a une microbrasserie que je n'ai pas visitée sur place encore, c'est sûr que j'y vais. Puis, exemple, il y a une microbrasserie à un moment donné qui a ouvert, puis c'était à 2 heures de chez nous, puis j'ai fait littéralement l'aller-retour pour aller prendre une bière là, toute seule. Okay. Je n'avais personne pour venir avec moi, fait que j'ai fait l'aller-retour. J'ai été m'asseoir au comptoir, j'ai jasé avec le staff, j'ai pris une bière, je suis revenue. Puis, c'est ça. Fait que j'ai fait 4 heures de route aller-retour, dans le fond. Wow! Pour vivre cette expérience. Ouais. Puis c'est ça parce que tu fais beaucoup de voyages. Tu te permets aussi de faire beaucoup de voyages seul, quand même. Tu sais, je pense que... De plus en plus. Ouais, de plus en plus. OK. Ouais. Okay. Parce que, tu sais, les enfants sont plus vieux, fait que ça se fait mieux. Fait que beaucoup de road trip au Québec, là, vraiment un peu trop même. J'abuse un petit peu. Mais... Mais là, il faut que tu m'expliques, tu es en train de transformer, du moins, tu sais, j'ai regardé ta story hier, puis tu regardais des trucs sur TikTok pour comment te patenter des fenêtres, tu sais, comme un rideau de fenêtres. Oui. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec ta familiale? Ça me fascine! Ben, moi, depuis le cégep, je suis fascinée par les camper vans. Puis, tu sais, ce qui est un peu con parce que j'ai été chercher mon permis de conduire comme à 28 ans à contre-cœur. Fait que, tu sais, je tripais sur un mode de voyage que je pouvais même pas faire. En même temps, on a déjà parlé de partir sur un voilier pendant 1 an, puis je sais à peine nager. Fait que, tu sais, bon, on repassera pour la logique, mais fait que ça m'a toujours fait triper. Puis là, on s'est promené en motorhome. En Nouvelle-Zélande, on était en camping et tente. On avait voulu louer un camper van, puis on s'est pris 4 jours à l'avance. Là, fait que, il n'y en avait plus. Fait que, encore une fois, on se déplaçait, mais avec notre maison, on avait juste à monter notre tente, c'était parfait. En Europe, c'était le pouce avec notre tente, fait que c'est encore nous qui étions un peu le maître de notre habitat et de notre déplacement. À l'automne 2019, je suis partie pendant 3 mois en road trip seule, en faisant des allers-retours chez nous, en fait, un peu partout dans la province. Puis là, je dormais toujours sur des divans d'amis. Okay. Puis ça, j'aime ça. Moi, je traite beaucoup dormir chez... Moi, là, crasher chez les gens, j'aime ça. Mais là, je partais, puis j'allais faire un peu de rando, puis là, j'allais voir des amis dans telle région. Là, on prenait une petite bière, puis là, je ne pouvais pas reprendre ma voiture, fait que là, je dormais chez eux, puis tu sais, ça, j'aime ça. Puis là, cette année, ben, je ne peux pas faire ça parce que légalement, personne ne peut m'inviter sur son divan pour l'instant. Pourquoi? Ben, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des gens COVID. Oui. Tu sais, dehors, là. Je sais pas, j'ai pas quitté mon chez-moi, je fais juste des podcasts non-stop. Fait que ça va peut-être changer, mais pour l'instant, moi, c'est ça qui m'a un peu fait le plus peur pour l'été. C'était que, mon Dieu, tu sais, j'aurais pu ma liberté d'aller n'importe où puis d'être désorganisée, puis j'aime ça être désorganisée. Fait que j'ai décidé de gérer ma voiture pour en faire un micro-camper van. Fait qu'évidemment, je ne vivrai pas 3 semaines dedans à temps plein. C'est une voiture. Oui. Mais j'ai organisé l'habitacle pour que je puisse dormir confortablement, à l'abri des regards, avoir tout le stock pour faire à manger et tout. Là, tu sais, c'est ça. Là, je suis en train de gérer l'histoire de la douche. OK. Fait que c'est ça. Fait que là, ça fait 4 fois que je pars avec, puis ça fonctionne très bien. Puis, c'est ça. Fait que j'ai décidé d'aménager ma voiture pour dormir dedans, puis être mobile et autonome. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce que tu vas voir justement pour avoir ces trucs-là par rapport à la douche, par rapport... Tu sais, c'est quoi tes sites? Ben, je suis des groupes de van lifers là, sur Facebook un peu, mais ça ne s'adapte pas toujours. Tu sais, moi, c'est vraiment une installation d'une voiture, fait que je ne peux pas être complètement autonome. C'est temporaire. Moi, je dois pouvoir relever les sièges puis corder les 3 enfants là, en 15 secondes. Donc, c'est pas, tu sais, je n'irai pas enlever les sièges, mettre une plateforme comme certains font avec les Dodge Grand Caravan et tout ça. Tu sais, bon, il faut que ça soit temporaire. Fait que j'ai pas trouvé beaucoup de choses là-dessus. Là. Il y a quelques blogs anglo là, qui montrent comment dormir dans sa Mazda 5, là, mettons. Mais j'ai pas trouvé grand-chose. Mais bon, je prends des petits trucs de van life puis des petits trucs ici et là, puis je fais plein de tests parce que je trouve ça me canalise. Là, penses-tu le documenter puis en faire un article, vu que c'est quelque chose de nouveau?
Oui, 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 ça devrait sortir la semaine prochaine ou l'autre d'après. Ouh, on a un scoop! Oui. Mais oui, oui, c'est sûr que je documente. Je documente tout ce que je fais, là. Fait que, OK. oui, oui, oui. Génial. Puis écoute, avant de terminer, Bianca, comme je te l'ai dit, tu as vraiment eu, tu as une façon bien à toi, bien unique de voyager, puis d'aimer ne pas trop planifier, vivre des expériences, comme on le disait tantôt, à l'extérieur de la carte postale. Puis ça t'a amené à vivre des obstacles, puis à apprendre de ça. Puis je serais curieuse de savoir un petit peu, c'est quoi tes takeaways, tu sais, avec tous ces beaux voyages-là que tu as fait, autant seul, en famille, avec chum. Euh, c'est quoi que ça t'a appris? Ben, c'est plus des affaires, tu sais, peut-être générales, là. Je ne peux pas Ouais. nommer d'obstacles très précis, mais clairement, toutes ces expériences-là, puis j'inclus aussi les expériences professionnelles qui, tu sais, qui sont quand même, tu sais, qui sont parties de la musique professionnelle à la périnatalité, à la linguistique, là, ça m'a montré l'importance de la diversité, de la pluralité dans ma vie, tu sais, d'avoir des portes ouvertes partout, d'avoir le choix d'envoyer mes enfants à l'école ou non, d'avoir le choix de les envoyer en service de garde ou non. Tu sais, c'est pas contre un système ou un autre, c'est vraiment juste d'avoir toujours des portes ouvertes pour pouvoir avoir une vie chill et relax, ce qui ne veut pas dire qu'on fait rien de notre journée, vraiment pas du tout, mais on est très flexible. Les deux, on est indépendants géographiquement et professionnellement. Fait que ça aussi, ça nous permet une belle flexibilité avec les enfants. Puis tout ça m'a un peu montré que moi, je veux tout dans la vie. Ouais, je veux beaucoup de choses, là. Je veux pas tout. Puis, on ne peut pas tout avoir en même temps, mais je pense qu'on peut presque tout avoir si on concentre notre énergie aux bonnes places selon des moments de vie, en fait. Ouais. Puis, c'est un peu le même principe en voyage aussi. Fait que, d'aller tester des choses différentes, de garder en tête qu'on ne peut peut-être pas faire ça maintenant, tout de suite, dans notre situation, mais on va trouver une façon de le faire, puis on va le faire différemment, mais plus tard. Ouais, de la diversité, de la flexibilité, de l'indépendance, c'est vraiment tout ça, ça s'est imbriqué dans tous les aspects là, de ma vie. Mais je trouve ça beau, puis c'est vrai des fois, on va avec une croyance qui, pour prendre une direction, puis comment dire, de faire un choix, puis de dire, OK, c'est vers ça, mais pourquoi pas se dire que, ouais, j'ai plusieurs passions, j'ai plusieurs choses que j'ai envie de vivre, mais parfait, je vais trouver une façon d'aller à fond pendant un certain moment de ma vie, puis après ça, oups, je le change. Tu Ben sais, je oui. me réoriente, puis, tu sais, C'est pas grave, tu sais, de changer d'idée. On peut ouais, changer d'idée, peu importe l'âge. Là, tu sais, j'ai 36 ans, je suis encore à l'université, puis ça me tente, puis tu sais, je le fais parce ouais. que ça me tente. Mais, tu sais, quand je suis sortie de mon premier bac, j'avais un brevet d'enseignement, puis j'étais supposée être enseignante en musique, là, puis, tu sais, j'ai enseigné un peu en musique et tout, mais, tu sais, j'ai comme tout jeté ça du jour au lendemain parce que tout d'un coup, j'étais passionnée par la périnatalité, puis ben coudonc, puis après quelques années de périnatalité, j'ai fait, ben non, je vais retourner à mes premières amours, puis en fait, c'était la linguistique. Fait que je vais retourner en linguistique, tu sais. Puis là, je fais ça maintenant. Fait que dans 10 ans, si on fait un autre podcast, peut-être que je serai rendue comptable ou mécanicienne. Mais écoute, on se ferme aucune porte, comme tu as dit. On s'en Exact. garde plein, on se Voilà. garde plein d'options. Puis non, je trouve ça beau. Puis écoute, j'aimerais ça terminer avec mon Dieu, le What's next? Qu'est-ce qui t'attend? Ah, Qu'est-ce qui t'attend? hmm. Ce qui m'attend. J'ai deux gros projets un qui aurait dû voir le jour présentement, ces jours-ci, là, ces semaines-ci, et qui a été covidé de plein fouet. Oh, est-ce qu'on va bientôt avoir ce verbe de... J'espère. Je travaille très fort à le faire entrer dans l'usage régional. Euh, ouais, fait que ce projet-là sur lequel j'ai travaillé 6 mois en 2019 et qui, je peux pas en dire beaucoup, hein, j'ai comme une clause de OK, confidentialité. on n'en dit pas beaucoup, on dit rien. Mais ça touche au tourisme. C'est OK. très vague, c'est très vague. Euh, donc, C'est en comptabilité? ce n'est pas en mécanique ni en comptabilité. Donc, ça touche à des choses que je connais et que j'aime. Donc, ça devrait sortir là, éventuellement, j'espère, dans les prochains mois ou au printemps prochain. J'ai un autre beau projet. J'en parlerai pas là maintenant, mais c'est sûr que dès qu'on a le feu vert pour le mettre en branche, je vais gueuler ça partout sur mes réseaux sociaux et sur le blog. Ça devrait avoir lieu en octobre et ça implique une longue randonnée. OK. Avec un ami, mais c'est ça, là, vu qu'on parle avec des partenaires aussi pour en faire
un projet de documentation en mots et en images. Ben là, D'accord. je ne dirais pas si où, mais parce qu'on ne sait pas si ça va avoir lieu. Arrête de parler, t'en dis trop, là! C'est ça. C'est la COVID et toutes ces affaires-là. Là, fait que, Oui. mais ça, c'est comme la grosse affaire qui s'en vient. Oui. Puis, c'est ça. Le reste, dès qu'on peut sortir légalement, ben pas légalement, on peut déjà, mais dès qu'on peut se promener un peu partout dans la province, je vais aller abuser de ma voiture maison. Oui, mais mon Dieu, j'ai tellement hâte de voir cet article-là, voir comment ça va avoir été chercher ta créativité, comment ça va avoir évolué cette construction. Ça commence à être confortable. Ouais! Puis, où est-ce qu'on peut te trouver, ma chère, si on veut te suivre sur ton beau blog? On peut me trouver sur lagrandedéroute.com, c'est mon blog. On peut me trouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, toujours sous La Grande Déroute, là, ou Bianca La Grande Déroute. Oui. Pinterest aussi. Je suis très active dans les stories Instagram. C'est vraiment là que je m'éclate le plus. Oh, puis un fait wild sur toi, parce que ça, j'aime ça le poser à tout le monde. Puis je sais qu'il n'y avait pas de réponse, mais là, t'en as ajouté une récemment, là. Oui, là j'ai fait des consultations autour de moi. Puis on m'a dit qu'il fallait que je parle de mon arachnophobie. OK. Oh, ça va être le fun, ça, en Australie. Donc, pour faire une histoire courte, dès l'enfance, j'ai fait des attaques de panique. Je ne sais pas d'où ça sort exactement, là, mais des attaques de panique à la vue d'une araignée. Mais tu sais, au point débilitant, au point de m'empêcher de faire des choses, d'aller dans des endroits. J'ai déjà dormi 6 semaines sur le divan parce que j'avais perdu la trace d'une araignée dans ma chambre. Fait que ça, à l'adolescence. Fait que ce genre de... Bon, c'est ça, des attaques de panique et tout ça, des crises d'angoisse. Puis c'était très... ça me pourrissait la vie beaucoup. En Amérique du Sud aussi, c'était pas super. En camping, c'est pas génial non plus. En Australie, ça a été comme le coup de masse. Il y avait des veuves noires dans ma cour, tu sais, puis je capotais parce qu'à chaque fois que mon enfant pleurait, je me disais, c'est sûr qu'elle a mis son doigt quelque part, puis je secouais là, intensément tout dans la maison, tout le temps, pendant les 4 premiers mois. Après ça, en Asie aussi, il a fallu que je sois coloc avec une genre de grosse migale dégueulasse. Puis, tu sais, je voulais juste mettre le feu à la maison. Puis, je me disais que ça me ferait pas une bonne cote sur Airbnb. J'ai vécu avec, mais c'était vraiment rochant. Puis, je décompensais littéralement devant mes enfants. Puis, je trouvais ça poche, tu sais, de leur transmettre ça. Fait que j'essayais d'en rire, mais tu sais, pour vrai, je braillais, là. Fait que tu t'es juste surexposée à ta phobie, puis à un moment donné... Ça l'a aidé. L'Australie, c'est une très bonne thérapie déjà, mais ça l'a aidé, mais c'était pas suffisant encore. Fait qu'à un moment donné, j'étais en Australie. Ça commence par là. J'étais en Abitibi, juste un peu plus proche. Et j'ai été au labyrinthe des insectes, qui est une activité dans le coin d'Amos que je recommande à tous. C'est vraiment très cool pour les petits et les grands. Et Tommy, le gars qui tient ça, en fait, il sortait plein de bibites. Puis là, les enfants tripaient, puis tout. Puis là, je voyais dans le coin, il y avait comme une migale. Puis là, j'étais comme, s'il sort la migale, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sors? Qu'est-ce que je fais? Je pleure-tu? Tu sais, il y a du monde, merde. Puis là, à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé, puis j'ai comme eu envie qu'il sorte en me disant, crime, je vais me porter volontaire pour la tenir. Tu sais, au pire, je vais décompenser devant tout le monde, mais là, on va briser tout parce que Tommy te met beaucoup en confiance, puis il réussit à faire tenir des bibites que les enfants, tu sais, veulent pas tenir, puis ils le font avec le sourire. Fait que je dis, mon Dieu, tu sais, s'il est capable avec des enfants, il est sûrement capable avec moi. Fait que là, pas sorti, puis j'étais comme un peu déçue en revenant chez nous. Je dis, merde, il n'a pas sorti la migale. J'ai pas pu comme me confronter à ma peur, là. Ça fait quand même, tu sais, 20 ans que je traîne cette peur-là, puis... fait que je l'ai contacté. J'ai dit, salut, combien tu charges pour une séance de désensibilisation privée? Genre, ça prendra le temps que ça prendra, dis-moi ton tarif à l'heure. Je veux que tu m'apprennes à tenir une migale dans mes mains, tu sais, à être contente. Fait que, il a été super fin, on s'est planifié ça comme une semaine après. Puis il a commencé avec, tu sais, des insectes qui ressemblent à l'araignée. En tout cas, on a avancé là, vraiment très tranquillement. Ça a pris à peu près 1h30. Au départ, je braillais. J'étais juste... Oh mon Dieu! Puis à la fin, j'ai fait « OK, cool ». Puis j'ai pris ma petite migale dans ma main, puis elle avançait. Puis j'ai trouvé ça kind of fun quand même. Puis depuis ce temps, c'est pas parfait. C'est sûr que si j'ai une araignée qui me saute d'en face, je vais faire un saut comme n'importe qui. Mais tu sais, quand il y en a une dans ma maison, je fais juste comme « Ah, tiens, il y a une araignée ». Alors qu'avant... Elle la prend, la flatte! Oui, peut-être pas tant que ça. Mais tu sais,
c'est sûr qu'une migale dans le fin fond de l'Amazonie, dans ma douche, je triperais pas, là, tu sais. Ouais. Mais ça m'a vraiment désensibilisée, puis j'ai appris à connaître un peu plus ces bêtes-là, puis à me rendre compte que les araignées, c'est super maternel, en fait. c'est vraiment chou, c'est intelligent, puis c'est pas si laid que ça quand tu regardes de vraiment proche. mais c'est ça. Puis, ouais, fait que... Intéressant. Ouais, Wow, fait que t'étais juste that's it. T'es allé Il y a de chercher le l'espoir. spécialiste qui t'a donné qui t'a fait une désensibilisation. J'aime ça, je trouve ça inspirant, en fait. C'est que ça vient juste, ça ramène au fait que si t'as une peur, ben, à un moment donné, affronte-la, prends les moyens c'est pour ça. te Laisse-toi construire. le temps, Ouais, puis fais-le à un moment donné. je trouve qu'on finit sur une belle note inspirante. Merci. Oui. Écoute, je vais te souhaiter une super belle journée, un bon Toi vendredi. aussi. J'ai vraiment adoré notre moment ensemble. Je pense que Moi aussi. ça va outiller bien, bien du monde parce que, comme je t'ai dit, tu as tellement voyagé de plusieurs manières que je pense qu'on a tout exploré les différentes façons de voyager. Fait que je te souhaite, prends vraiment soin de toi, puis j'ai très, très hâte. Écoute, on va peut-être se voir à Québec. Ça serait très, très cool. Fait que merci beaucoup pour ça. Puis je tiens à préciser que tu viens de cocher un de mes souhaits pour 2020, qui était de participer à un podcast. Fait que c'est fait. Écoute, tu l'as fait haut la main, c'est vraiment intéressant. J'ai hâte de le réécouter. C'est super le fun. Merci beaucoup. Bye, Bianca. Salut!